Mon mari a accepté qu'un autre homme me possède pour 1 million d'euros, le jour où ma vie a basculé dans l'impensable. Avez-vous déjà eu l'impression que votre existence entière n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré, que chaque sourire, chaque caresse, chaque « je t'aime » murmuré dans l'obscurité cachait une vérité si monstrueuse qu'elle pourrait vous détruire? C'est exactement ce que j'ai ressenti ce matin-là, en découvrant le contrat. Mon nom est Élise Moreau, j'ai 32 ans, et jusqu'à ce jour fatidique de novembre, je pensais vivre le parfait amour avec mon mari Thomas. Nous étions mariés depuis 8 ans, installés dans notre belle maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. Et je croyais sincèrement que notre couple était à l'abri de tous les drames qui frappent les autres. Quelle naïveté! Réfléchissez un instant. Combien de secrets votre conjoint pourrait-il vous cacher sans que vous vous en doutiez? Combien de mensonges peuvent s'accumuler derrière un visage familier avant que la façade ne s'effrite? Ce matin-là ressemblait à tous les autres. Thomas était parti tôt pour son bureau d'avocat, me laissant seul avec mon café et mes pensées. J'étais styliste indépendante, travaillant principalement depuis la maison. Et j'appréciais ces moments de solitude matinale. Mais quelque chose clochait. Thomas avait été étrange ces dernières semaines, distant, préoccupé, évitant mon regard lors de nos conversations. C'est en cherchant des documents pour mes impôts dans son bureau que je suis tombé dessus. Un dossier rouge sang, soigneusement dissimulé au fond du tiroir verrouillé de son secrétaire. Le tiroir que j'avais réussi à ouvrir avec une épingle à cheveux, poussé par une intuition que je n'arrive toujours pas à expliquer. À l'intérieur, des papiers officiels, des contrats, et mon nom inscrit partout. Mes mains tremblaient tandis que je lisais les premières lignes. Les mots dansaient devant mes yeux, refusant d'abord de prendre sens, comme si mon cerveau se rebellait contre cette réalité impossible. Accord de cession temporaire d'épouse contre compensation financière d'1 million d'euros. Mon sang s'est glacé. J'ai relu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque mot s'enfonçait comme un poignard dans ma poitrine. Thomas, mon Thomas, avait signé un contrat me cédant à un autre homme pour une durée de 6 mois, en échange d'une somme colossale. Mais qui était cet homme? Et pourquoi Thomas avait-il accepté une telle monstruosité? Le contrat était signé de 2 noms, celui de mon mari et celui d'un certain Damien Roussel. Ce nom ne me disait rien. Mais l'adresse indiquée était celle d'un hôtel particulier du 16e arrondissement. Une adresse que je connaissais par cœur pour l'avoir aperçue dans les pages People des magazines. La résidence du milliardaire le plus mystérieux de France. Damien Roussel. 45 ans. Fortune estimée à plusieurs milliards. Homme d'affaires aux méthodes troubles, amateur d'art et collectionneur de femmes, selon les rumeurs. Un homme que personne n'avait vu en public depuis des années, vivant reclus dans son palais parisien. Et maintenant, d'après ce contrat infernal, j'étais censé lui appartenir. Les clauses étaient détaillées, précises, rédigées dans un jargon juridique qui me donnait la nausée. Je devais résider au domicile de M. Roussel, me conformer à ses exigences, maintenir la plus stricte confidentialité. En échange, Thomas recevrait 1 million d'euros, versés en plusieurs fois. 1 million d'euros. Le prix de ma liberté. Le tri de mon corps. Le tri de notre mariage. Mais le plus terrifiant, c'était la clause finale. Le présent accord prend effet à compter du 15 novembre, sans nécessité d'accord préalable de l'épouse concernée. Le 15 novembre, c'était aujourd'hui. Mes jambes ont lâché. Je me suis effondré sur le fauteuil de cuir du bureau, le contrat serré contre ma poitrine, essayant de comprendre comment ma vie avait pu basculer en quelques minutes. Thomas rentrait toujours vers 19h. Il me restait 10 heures pour démêler cette histoire cauchemardesque. 10 heures pour comprendre pourquoi l'homme que j'aimais m'avait vendu comme un vulgaire objet. Mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. « Chérie, j'ai un dîner d'affaires ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. » Je t'aime. Ces mots me brûlaient désormais. Comment osait-il encore prétendre m'aimer après ce qu'il avait fait? J'ai fouillé davantage dans ses affaires, cherchant des indices, des explications. Dans un autre dossier, j'ai découvert des relevés bancaires. Notre compte était dans le rouge depuis des mois. Pire encore, Thomas avait contracté des dettes énormes auprès de créanciers peu recommandables. Des noms que je ne connaissais pas, mais dont les lettres de relance laissaient deviner la nature menaçante. 300 000 euros. C'était le montant total de nos dettes. Une somme astronomique que je ne soupçonnais même pas. Thomas avait tout caché, menant une double vie financière parallèlement à notre mariage apparemment parfait.
Et maintenant, il avait trouvé la solution. Me vendre au plus offrant. Mais pourquoi moi? Pourquoi Damien Roussel voulait-il spécifiquement de moi? Nous ne nous étions jamais rencontrés, j'en étais certaine. Enfin, je le croyais. En continuant mes recherches, j'ai trouvé une photo. Une vieille coupure de journal datant de 10 ans, soigneusement conservée dans une chemise plastique. On y voyait un homme élégant, au regard perçant, lors d'un gala de charité. Et à ses côtés, une femme blonde qui me ressemblait de façon troublante. Damien Roussel et son épouse Isabelle lors de la soirée caritative de la Fondation des enfants. Lisait-on en légende. Son épouse? Mais selon les rumeurs, Damien Roussel était célibataire depuis toujours. Que lui était-il arrivé à cette Isabelle? Et pourquoi me ressemblait-elle autant? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, dessinant un tableau de plus en plus terrifiant. Ce n'était pas le hasard qui avait poussé Damien Roussel à me choisir. C'était calculé, prémédité. Mais dans quel but? L'après-midi s'écoulait lentement, chaque minute m'éloignant davantage de ma vie d'avant. J'ai tenté d'appeler Thomas plusieurs fois, mais il ne répondait pas. J'ai laissé des messages, de plus en plus désespérés, exigeant des explications. En vain. Vers 17 heures, la sonnette a retenti. Mon cœur s'est arrêté. Et si c'était déjà lui? Et si Damien Roussel venait me chercher? J'ai regardé par l'œilleton. Un homme en costume sombre, tenant une mallette, attendait patient devant ma porte. Pas Damien Roussel, du moins pas selon la photo que j'avais vue, mais clairement quelqu'un envoyé par lui. « Madame Moreau » a-t-il dit lorsque j'ai entrouvert la porte. « Je suis maître Bertrand, notaire. J'ai des documents à vous remettre de la part de mon client. » Des documents, encore des papiers qui allaient sceller mon destin. Je ne signerai rien, ai-je murmuré la voix tremblante. Il a souri, d'un sourire qui n'avait rien de rassurant. « Madame Moreau, vous n'avez rien à signer. Tout a déjà été signé par votre époux, qui avait procuration légale pour agir en votre nom dans certaines circonstances. Ces circonstances sont maintenant réunies. Procuration? Quand Thomas avait-il obtenu une telle procuration? Et comment était-ce légalement possible? Votre voiture vous attendra à 20 heures précises, a-t-il continué imperturbablement. Je vous conseille de préparer une valise avec vos affaires personnelles pour, disons, un séjour prolongé. Puis il est reparti, me laissant seul avec un nouveau dossier entre les mains et la terrible réalité qui s'imposait à moi. Dans moins de 3 heures, ma vie telle que je la connaissais allait se terminer. J'ai couru vers notre chambre, mes pensées se bousculant. Fuir? Mais où? Appeler la police? Mais avec quel chef d'accusation? Techniquement, si Thomas avait vraiment une procuration légale, ce contrat pourrait être valable aux yeux de la loi. En préparant machinalement quelques vêtements, mes mains sont tombées sur notre album photo de mariage. Thomas rayonnant, moi resplendissante dans ma robe blanche. Pour le meilleur et pour le pire, avions-nous juré devant Dieu et nos familles. Jamais je n'aurais imaginé que le pire prendrait cette forme. 19h30. Une berline noire s'est garée devant la maison. Le chauffeur, un homme imposant au visage impassible, est sorti et a sonné à la porte. « Madame Moreau, il est temps. » J'ai regardé une dernière fois notre salon, nos photos, tous ces objets qui constituaient notre vie commune. Dans quelques instants, tout cela appartiendrait au passé. Mais au moment de franchir le seuil, une question terrible m'a traversé l'esprit. Et si Thomas n'était qu'un pion dans un jeu beaucoup plus vaste? Et si Damien Roussel avait orchestré notre rencontre depuis le début, manipulant nos vies depuis des années pour arriver à ce moment précis? La voiture a démarré dans la nuit parisienne, m'emportant vers un destin que je ne pouvais même pas imaginer. Et tandis que les lumières de ma maison disparaissaient dans le rétroviseur, une seule certitude m'habitait. Plus rien ne serait jamais comme avant. L'entrée dans l'antre du prédateur. Qu'éprouve-t-on quand on découvre que sa propre existence n'était qu'une illusion soigneusement entretenue? Que chaque jour de bonheur n'était qu'un mensonge de plus dans une toile d'araignée tissée par des mains invisibles? Pendant le trajet vers l'hôtel particulier de Damien Roussel, ces questions me taraudaient l'esprit. La berline glissait silencieusement dans les rues du 16e arrondissement, et chaque kilomètre parcouru m'éloignait davantage de ma vie d'avant. Le chauffeur n'avait pas prononcé un mot depuis notre départ, se contentant de jeter de temps en temps un regard dans le rétroviseur, comme pour s'assurer que je ne tentais pas de m'échapper. M'échapper. L'idée m'avait traversé l'esprit à plusieurs reprises. Ouvrir la portière au prochain feu rouge et courir. Courir sans me retourner. Mais vers où? Et puis, cette procuration légale dont avait parlé le notaire me hantait.
Si Thomas avait réellement le droit de disposer de moi de cette façon, la justice ne serait pas de mon côté. Réfléchissez-vous parfois à la fragilité de votre liberté? À quel point quelques signatures sur un papier peuvent réduire à néant ce que vous pensiez être vos droits les plus fondamentaux. La voiture s'est arrêtée devant une imposante grille en fer forgé. Derrière se dressait un hôtel particulier du XIXe siècle, magnifiquement conservé, mais étrangement lugubre dans la lumière blafarde des réverbères. Toutes les fenêtres étaient éclairées, donnant l'impression d'un théâtre où se jouerait un drame dont je serais bientôt l'héroïne malgré moi. Un homme en livrée est venu ouvrir la grille, grand, mince, le visage creusé de rides profondes qui trahissaient une cinquantaine d'années bien entamées. Ses yeux gris m'ont jaugé avec une froideur professionnelle, comme s'il évaluait un objet nouvellement livré. « Madame Moreau, je présume ?» Sa voix était grave, teintée d'un léger accent que je n'arrivais pas à identifier. « Je suis Henri, l'intendant de M. Roussel. Il m'a chargé de vous accueillir. » L'accueillir, comme si j'étais une invitée venue de son plein gré. « Où est-il » ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. « Monsieur vous recevra demain matin. Ce soir, vous devez vous reposer. Le voyage a dû être éprouvant. » Éprouvant. Le mot était faible pour décrire ce que je venais de vivre. Mais Henri ne semblait pas attendre de réponse. Il a pris ma valise d'une main ferme et m'a fait signe de le suivre. L'intérieur de la demeure m'a coupé le souffle. Un hall d'entrée immense, décoré de marbre blanc veiné de noir, surmonté d'un plafond peint représentant des scènes mythologiques. Des œuvres d'art ornaient chaque mur, des toiles que je reconnaissais pour les avoir vues dans des livres d'art. Des sculptures qui valaient probablement plus que notre maison à Neuilly. « Monsieur Roussel est collectionneur », a dit Henri, remarquant mon regard ébahi. Il apprécie la beauté sous toutes ses formes. Cette dernière phrase m'a donné des frissons. Y avait-il une menace sous-jacente dans ces mots? Étais-je désormais considéré comme un nouvel objet de sa collection? Nous avons gravi un escalier de marbre aux rampes dorées, puis emprunté un long couloir tapissé de soie rouge sang. Henri s'est arrêté devant une porte en acajou massif. « Vos appartements » a-t-il annoncé en ouvrant la porte. « Mes appartements ?» J'ai pénétré dans ce qui ressemblait davantage à une suite de palaces qu'à une chambre. Un salon spacieux, décoré dans les tons crème et or, avec une cheminée en marbre rose et des fauteuils Louis XV authentiques. Par une porte entr'ouverte, j'apercevais une chambre somptueuse, dominée par un lit à baldaquin drapé de soie bleue. Tout a été préparé selon vos goûts présumés, a continué Henri. Des vêtements ont été sélectionnés et vous attendent dans le dressing. Si quelque chose ne vous convient pas, sonnez et l'on s'occupera de vous satisfaire. Mes goûts présumés? Comment Damien Roussel pouvait-il connaître mes goûts? Et d'où venaient ces vêtements? Je veux parler à mon mari, ai-je dit brusquement. Le visage d'Henri est resté impassible. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible pour le moment. Monsieur votre époux a expressément demandé à ne pas être dérangé pendant la période de transition. La période de transition. Encore ces euphémismes qui tentaient de masquer la réalité sordide de ma situation. Et si je refuse de rester? Si je pars maintenant? Pour la première fois, une lueur est passée dans les yeux gris d'Henri. Pas de la colère, ni même de la menace. Plutôt de la pitié. Madame Moreau, je ne pense pas que vous ayez bien saisi la situation. Votre époux a contracté des dettes considérables auprès de personnes qui n'acceptent pas facilement les défauts de paiement. Monsieur Roussel a généreusement accepté de régler cette situation en échange de votre compagnie. Si vous deviez partir, ses créanciers reprendraient leurs droits. Et je doute que monsieur votre époux survive à leur méthode de recouvrement. Thomas était en danger. Réel, mortel. Cette révélation m'a frappé comme une gifle. Tout ce temps, j'avais pensé qu'il m'avait trahi par cupidité. Mais en réalité, il tentait peut-être de sauver sa vie. Notre vie. Vous mentez, ai-je murmuré, mais sans conviction. Je vous apporterai demain les preuves de ce que j'avance, si vous le souhaitez. En attendant, je vous suggère de vous reposer. La journée de demain sera intense. Henri s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné une dernière fois. Madame Moreau, un conseil, si vous me permettez. Monsieur Roussel est un homme complexe, mais il n'est pas cruel. Si vous jouez le jeu selon ses règles, votre séjour ici pourrait s'avérer moins pénible que vous ne l'imaginez. Résistez et, j'espère sincèrement
que vous ne choisirez pas cette voie. La porte s'est refermée dans un claquement étouffé, me laissant seul dans ce luxueux prison doré. J'ai fait le tour de mes appartements, cherchant une issue, un moyen de communication avec l'extérieur. Les fenêtres donnaient sur une cour intérieure, gardée par de hauts murs, surmontés de fils barbelés, dissimulés dans la végétation. Mon téléphone portable ne captait aucun signal. Sans doute un brouilleur quelque part dans la demeure. Le dressing m'a révélé une nouvelle surprise terrifiante. Des dizaines de robes, de tailleurs, de lingerie fine, tous exactement à ma taille. Des chaussures de toutes les couleurs, alignées avec un soin maniaque. Et au fond, dans un écrin de velours rouge, un collier de diamants d'une beauté à couper le souffle. Comment Damien Roussel connaissait-il ma taille exacte? Mes mensurations. Depuis combien de temps m'observait-il? Étudiait-il à mon insu? J'ai saisi une robe au hasard, un fourreau noir élégant signé d'une grande maison de couture. Et j'ai découvert, accroché à la fermeture au clair, un petit mot. Un petit mot manuscrit. Pour notre première rencontre, tu étais magnifique dans cette couleur le soir du Gala Montclair. Le Gala Montclair. Il y a 3 ans, Thomas et moi y avions été invités par un de ses clients. J'avais effectivement porté une robe noire ce soir-là, très similaire à celle que je tenais maintenant entre mes mains tremblantes. Comment Damien Roussel pouvait-il se souvenir de ce détail? Était-il là, ce soir-là? À m'observer sans que je m'en aperçoive. Une terrible évidence s'imposait à moi. Cette situation n'était pas le fruit du hasard ou de la désespération de Thomas. C'était un plan soigneusement orchestré, mis en place depuis des années peut-être. Mais dans quel but? J'ai passé la nuit à arpenter la suite, incapable de fermer l'œil. À plusieurs reprises, j'ai cru entendre des pas dans le couloir, s'arrêtant devant ma porte. Quelqu'un m'observait-il? Damien Roussel lui-même, peut-être, savourant déjà sa victoire. Vers 5 heures du matin, épuisé par l'insomnie et les émotions, je me suis finalement écroulé sur le lit. Mais mes rêves ont été peuplés de cauchemars. Thomas enchaîné dans une cave sombre. Des hommes en costume noir qui me poursuivaient dans un labyrinthe. Et partout, une voix grave qui répétait « Tu m'appartiens maintenant, Élise. Tu m'as toujours appartenu. » Je me suis réveillé vers 9 heures. Réveillé par un coup discret frappé à la porte. Henri est entré, portant un plateau de petit déjeuner qui semblait sortir d'un restaurant étoilé. « Monsieur Roussel vous attend dans son bureau à 11 heures précises, » a-t-il annoncé. Il a souhaité que vous portiez la robe bleue du dressing, celle avec les broderies d'argent. Une robe précise, encore une fois, rien n'était laissé au hasard. Et s'il refuse de me recevoir, ai-je tenté? Par défi plus que par réel espoir. Henri a posé le plateau sur la table basse et s'est tourné vers moi avec cette même expression de pitié que la veille. Madame Moreau, Monsieur Roussel a attendu ce moment depuis très longtemps. Croyez-moi, il ne le reportera pas. Attendu depuis très longtemps. Ces mots résonnaient dans ma tête, tandis qu'Henri quittait la pièce. Que signifiait-il exactement? Et surtout, qu'avais-je fait pour mériter une telle obsession? En me préparant pour cette rencontre fatidique, je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes ces coïncidences troublantes qui avaient jalonné ma vie ces dernières années. Ce poste de styliste que j'avais décroché si facilement alors que j'étais quasi inconnu dans le milieu. Ces contrats lucratifs qui tombaient du ciel au moment où nous avions des difficultés financières. Cette impression parfois d'être suivi dans la rue. Et si rien de tout cela n'était fortuit? Et si Damien Roussel tirait les ficelles de mon existence depuis des années, préparant minutieusement ce moment où il pourrait enfin me posséder légalement? 11 heures approchaient. Dans quelques minutes, j'allais enfin rencontrer l'homme qui avait acheté mon mari et par extension ma liberté. L'homme qui prétendait me posséder désormais. Mais une question me brûlait les lèvres, plus terrifiante que toutes les autres. Qu'est-ce qu'un milliardaire reclus, possédant tout ce qu'il peut désirer, attend vraiment d'une femme mariée qu'il a achetée à prix d'or? Face au démon aux yeux d'acier, avez-vous déjà regardé le diable en face? Avez-vous déjà senti cette attraction magnétique et terrifiante qui émane d'un prédateur parfaitement conscient de sa supériorité? À 11 heures précises, Henri m'a guidé à travers un dédale de couloirs jusqu'à une double porte en chêne massif. Mes pas résonnaient sur le parquet ciré, chaque écho me rapprochant de l'homme qui avait orchestré ma chute. La robe bleue aux broderies d'argent épousait parfaitement mes formes, évidemment,
et je ne pouvais m'empêcher de me demander qui avait pris mes mesures et quand. « Monsieur vous attend », a murmuré Henri, avant de frapper 3 coups discrets. Une voix grave a répondu de l'intérieur. « Entrez. Posez-vous cette question. Que feriez-vous si vous saviez que les prochaines minutes allaient déterminer le cours de votre existence? Fuiriez-vous ou affronteriez-vous votre destin avec toute la dignité qu'il vous reste? J'ai choisi d'affronter. Le bureau dans lequel je suis entré ressemblait davantage à une bibliothèque de château qu'à un simple espace de travail. Des rayonnages s'élevaient jusqu'au plafond, chargés de livres anciens aux reliures de cuir. Une cheminée crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs lambrisés. Et derrière un immense bureau d'époque, un homme me tournait le dos, contemplant par la fenêtre les jardins de sa propriété. Damien Roussel. Même de dos, il dégageait une autorité naturelle qui semblait remplir tout l'espace. Grand, large d'épaules, les cheveux poivre et sel, parfaitement coiffés. Il portait un costume sombre, taillé sur mesure, qui épousait sa silhouette athlétique. Rien dans sa posture ne trahissait la moindre nervosité. Au contraire, il semblait savourer ce moment, comme un collectionneur sur le point d'admirer sa dernière acquisition. « Élise », a-t-il dit sans se retourner, ma prénom roulant sur sa langue comme une caresse. Enfin, il s'est retourné lentement, théâtralement, et mon sang s'est figé dans mes veines. Damien Roussel était d'une beauté saisissante. Pas cette beauté lisse et fade des magazines, mais quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Des traits ciselés qui semblaient taillés dans le marbre. Une mâchoire volontaire, des lèvres sensuelles qui esquissaient un sourire énigmatique. Mais c'étaient ses yeux qui me terrifiaient le plus. D'un bleu acier si intense qu'il semblait pouvoir percer l'âme, y lire tous les secrets, toutes les peurs. Et dans ses yeux, j'ai reconnu quelque chose qui m'a glacé d'horreur, de l'amour. Pas de la luxure ou de la possession, mais un amour profond, obsessionnel, maladif. « Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs », a-t-il murmuré en contournant lentement son bureau pour se rapprocher de moi. J'ai reculé instinctivement, mais mon dos a rencontré la porte fermée. J'étais prise au piège. Vos souvenirs, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il a ri, d'un rire grave qui résonnait dans sa poitrine. Détrompe-toi, ma chérie. Nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps. Tu ne t'en souviens simplement pas. Ou plutôt, tu as choisi de l'oublier. Que voulait-il dire? J'ai fouillé frénétiquement dans ma mémoire, cherchant un visage qui ressemblerait au sien. Un moment où nos chemins se seraient croisés. Rien. Le néant complet. Je vois que tu cherches, a-t-il continué en s'approchant encore. Il était maintenant si près que je pouvais sentir son parfum, un mélange enivrant de santal et de bergamote qui me troublait malgré moi. Laisse-moi t'aider. Le 23 juin 2003. Un petit café, près de la Sorbonne. Tu étais étudiante en art, tu portais une robe d'été jaune et tu lisais Baudelaire. J'avais 20 ans. Étudiante, effectivement. Mais cette date, cette description, rien ne me revenait. Tu buvais un café au lait et tu as renversé ta tasse quand un groupe d'étudiants bruyants s'est installé à la table voisine. J'étais assis au comptoir, je t'observais depuis 1 heure. Je me suis levé pour t'aider à nettoyer. Et nos regards se sont croisés. Il a levé la main, effleurant ma joue d'un geste d'une douceur terrifiante. Tu m'as souri, le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Et à cet instant précis, j'ai su que tu serais mienne. Un vague souvenir remontait à la surface de ma conscience. Un café, effectivement, un homme élégant qui m'avait aidé. Mais c'était si lointain, si flou. Vous étiez déjà mariés à l'époque, ai-je balbutié, me rappelant soudain la photo d'Isabelle que j'avais trouvée chez Thomas. Son visage s'est assombri et j'ai senti une rage froide émaner de lui. Isabelle n'était qu'un arrangement, un mariage d'affaires pour fusionner 2 empires familiaux. Je n'ai jamais éprouvé pour elle, ne serait-ce qu'une once de ce que je ressens pour toi. Que lui est-il arrivé? Le silence qui a suivi était lourd de menaces non formulées. Damien s'est éloigné de moi, retournant vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Isabelle a eu un accident. Très regrettable. Sa voix était redevenue neutre, presque détachée. Mais quelque chose dans son intonation me disait que cet accident n'avait rien eu de fortuit. Vous l'avez tué, ai-je chuchoté, horrifié. Il s'est retourné brusquement, ses yeux lançant des éclairs. Attention à ce que tu dis, Élise. Isabelle est morte dans un accident de voiture. La police n'a jamais trouvé le moindre élément suspect.
Et même si c'était le cas, il a marqué une pause, son regard riait au mien. Même si c'était le cas, penses-tu vraiment qu'un homme ne tuerait pas pour protéger ce qu'il a de plus précieux au monde? J'étais face à un monstre, un psychopathe capable de meurtre pour assouvir ses obsessions. Et maintenant j'étais sa prisonnière, livrée à ses caprices par l'homme que j'avais aimé. Pourquoi maintenant? Et j'ai réussi à articuler. Si vous m'avez vu il y a 20 ans, pourquoi avoir attendu si longtemps? Un sourire cruel a étiré ses lèvres. Parce que tu n'étais pas prête, ma chérie. Tu étais jeune, idéaliste, pleine d'espoir et de rêves. Il fallait que la vie te brise un peu, que tu découvres la dureté du monde, l'égoïsme des hommes. Il fallait que tu épouses Thomas. Thomas, mon mari, l'homme qui m'avait vendu. Vous avez orchestré notre rencontre, ai-je réalisé avec horreur. Bien sûr, Thomas était un étudiant prometteur, mais sans le sou. Il lui suffisait de quelques opportunités, bien placées, pour devenir l'avocat brillant qu'il est aujourd'hui. Quelques clients fortunés, quelques affaires juteuses. Et en échange, il devait simplement t'épouser et attendre mes instructions. Le monde s'effondrait autour de moi. Mon mariage, ma vie, tout n'était qu'une mise en scène élaborée par cet homme. Thomas n'avait jamais été qu'un pion sur l'échiquier de Damien Roussel. Il ne m'a jamais aimé, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Au contraire, a répliqué Damien avec une satisfaction évidente. Je pense qu'il a fini par t'aimer sincèrement, ce qui rendait son dilemme encore plus délicieux. Choisir entre ton amour et sa propre survie. Dommage qu'il ait choisi la lâcheté. Il s'est approché de son bureau et a ouvert un tiroir, en sortant une épaisse liasse de documents. Veux-tu voir les preuves? Les photos de Thomas avec ses créanciers? Les menaces de mort qu'il a reçues? Ou préfères-tu continuer à croire qu'il t'a simplement vendu par cupidité? Je voulais pas voir. Je ne voulais plus rien savoir. Mais une force morbide me poussait à comprendre toute l'étendue de cette manipulation. Les photos étaient accablantes. Thomas, pâle et terrifié, face à des hommes au visage patibulaire. Des lettres de menace d'une violence inouïe, détaillant ce qu'il ferait à sa jolie petite épouse, s'il ne remboursait pas ses dettes. Et enfin, l'offre salvatrice de Damien Roussel, 1 million d'euros contre 6 mois de ma vie. Il a pleuré quand il a signé, a précisé Damien avec un plaisir évident. Il m'a supplié de trouver une autre solution. Touchant, vraiment. Vous êtes un monstre, ai-je craché, la rage prenant le pas sur la peur. Je suis un homme qui obtient ce qu'il veut, par tous les moyens nécessaires. Et ce que je veux, depuis 20 ans, c'est toi. Pas ton corps seulement, bien que j'ai hâte de le redécouvrir, mais ton âme, ton cœur, tes pensées les plus intimes. Je veux que tu m'appartiennes complètement, Élise. Il a contourné de nouveau son bureau, se dirigeant vers une armoire ancienne qu'il a ouverte d'un geste théâtral. À l'intérieur, des dizaines de photos. Moi à 20 ans, à 25, à 30, moi riant avec des amis, moi travaillant sur mes créations, moi embrassant Thomas le jour de notre mariage. J'ai suivi chaque moment de ta vie, a-t-il murmuré. Chaque joie, chaque peine. J'étais là, dans l'ombre, veillant sur toi comme un ange gardien, ou comme un prédateur patient. Les photos s'étalaient devant moi, chronique photographique de ma vie privée violée. Il y en avait des centaines, prises depuis des angles impossibles, parfois à travers les fenêtres de ma propre maison. Vous êtes fou, ai-je balbutié. Fou d'amour, peut-être, mais t'as fou au sens où tu l'entends. Je sais parfaitement ce que je fais, Élise. Chaque geste, chaque décision a été calculée pour nous amener à ce moment précis. Il s'est approché de moi une dernière fois, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Sa main s'est posée sur ma nuque, caresse possessive qui me donnait des frissons de dégoût et de terreur. Maintenant, nous allons pouvoir commencer notre vraie histoire, celle que j'écris depuis 20 ans et dont tu es l'héroïne. Et si je refuse, si je me bats? Son sourire s'est fait encore plus cruel. Alors Thomas mourra, lentement, douloureusement, et je m'arrangerai pour que tu assistes à chaque minute de son agonie. Ensuite, tu seras mienne quand même. Autant accepter dès maintenant. Non, il avait gagné, complètement, totalement. J'étais échec et mat, prisonnière d'un échiquier où toutes les pièces lui appartenaient. Que voulez-vous de moi, exactement? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Pour commencer, que tu m'appelles par mon prénom. Nous ne sommes plus des étrangers, après tout. J'ai dégluti péniblement. Que voulez-vous de moi, Damien? Son sourire de victoire m'a donné envie de vomir. Mais c'était le début d'un calvaire
dont je ne mesurais pas encore toute l'étendue. Les règles du jeu pervers. Connaissez-vous cette sensation d'être un animal pris au piège qui réalise soudain que le chasseur ne veut pas simplement sa mort, mais quelque chose de bien plus terrifiant, son âme. Le sourire de Damien s'est élargi quand mon prénom a franchi ses lèvres. Il a reculé d'un pas, comme pour mieux savourer sa victoire, puis s'est dirigé vers un secrétaire Louis XV, d'où il a sorti un document relié de cuir rouge. Maintenant que les présentations sont faites, parlons des modalités de notre arrangement. Encore des papiers, encore des clauses qui allaient définir les limites de mon enfer personnel. Tu vas découvrir que je suis un homme d'ordre, Élise. J'aime que les choses soient claires, définies, sans ambiguïté possible. Ce document établit les règles de notre cohabitation pour les 6 mois à venir. 6 mois. Une éternité quand on est prisonnière d'un psychopathe. Il a ouvert le document et a commencé à lire d'une voix posée, presque professionnelle, comme s'il dictait un simple contrat commercial. Règle numéro 1. Tu résideras en permanence dans cette demeure. Toute tentative de fuite sera considérée comme une rupture de contrat et entraînera les conséquences que nous avons évoquées concernant ton époux. Thomas. Toujours cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Règle numéro 2. Tu porteras uniquement les vêtements que j'ai choisis pour toi. Chaque matin, Henri déposera ta tenue du jour dans ta suite. Tu n'as aucun mot à dire sur ce choix. Me contrôler jusque dans ma façon de me vêtir. L'humiliation était calculée, précise. Règle numéro 3. Tu prendras tous tes repas avec moi, sauf indication contraire de ma part. Nous dînerons chaque soir à 20h précises dans la salle à manger principale. Imaginez-vous partager quotidiennement la table d'un homme qui vous terrorise. Feindre la normalité alors que chaque bouchée vous donne la nausée. Règle numéro 4. Tu m'accompagneras dans toutes mes sorties publiques en tant que ma compagne officielle. Le monde extérieur doit croire à une relation consentante entre nous. Jamais, ai-je explosé. Jamais je ne jouerai cette comédie. Damien a levé les yeux du document. Son regard bleu acier se plantant dans le mien avec une intensité glaciale. Tu joueras cette comédie, Élise, ou bien Thomas recevra demain matin la visite de ses créanciers, avec des photos de toi refusant de coopérer. Ils comprendront que leur garantie n'est plus valable. La menace était claire. J'ai serré les poings, ravelant ma rage. Règle numéro 5, a-t-il continué imperturbablement. Aucun contact avec l'extérieur sans mon autorisation expresse. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de courrier. Le monde doit croire que tu as disparu de ton plein gré. Disparu. Comme si je n'avais jamais existé. Règle numéro 6. Tu te montreras respectueuse en toutes circonstances. Pas d'éclat de voix, pas d'insultes, pas de violence physique. Tu es une lady, Élise. Comporte-toi comme telle. Une lady, sa lady, sa propriété. Et si je transgresse une de ces règles, ai-je demandé, bien que redoutant la réponse. Damien a refermé le document avec un claquement sec. Les punitions seront créatives. J'ai une imagination fertile quand il s'agit de corriger les comportements inappropriés. Il s'est approché d'une autre armoire, plus petite, qu'il a ouverte d'un geste théâtral. À l'intérieur, des objets qui m'ont fait reculer d'horreur. Des menottes ornées de velours rouge, des chaînes délicates mais manifestement solides. Des objets dont je préférais ne pas deviner l'usage. Bien sûr, j'espère que nous n'en arriverons jamais là, a-t-il dit en refermant l'armoire. Je préfère de loin la coopération volontaire à la contrainte. Volontaire. Ce mot résonnait comme une moquerie cruelle dans cette pièce où ma liberté venait d'être méthodiquement démantelée. Il y a autre chose, a-t-il repris, retournant vers son bureau pour prendre une petite boîte de velours noir. Un cadeau de bienvenue. Il a ouvert la boîte, révélant un collier d'une beauté saisissante, un pendentif en forme de clé. Serti de diamants, suspendu à une chaîne d'or blanc si fine qu'elle semblait tissée de lumière. Une clé, ai-je murmuré. La clé de mon cœur, a-t-il dit sans la moindre trace d'ironie. Mais aussi, plus prosaïquement, la clé de ta suite. Tu es libre de circuler dans la propriété, Élise. Cette demeure est maintenant la tienne autant que la mienne. Il s'est approché de moi, le collier dans les mains. Puis-je? Ce n'était pas vraiment une question. Ses mains ont effleuré ma nuque tandis qu'il passait la chaîne autour de mon cou.
Le contact de ses doigts sur ma peau m'a donné des frissons de dégoût, mais quelque chose d'autre aussi. Quelque chose que je refusais d'identifier. Parfait, a-t-il murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. Maintenant, laisse-moi te faire visiter ton nouveau foyer. Votre nouveau foyer. Comme si cette prison dorée pouvait jamais devenir un chez moi. La visite qui a suivi ressemblait à un cauchemar éveillé. Damien m'a guidé à travers des salons somptueux, des bibliothèques aux volumes rares, des galeries d'art privées qui auraient fait pâlir d'envie les plus grands musées. Chaque pièce était un écrin de beauté et de raffinement, mais aussi une cage de plus en plus sophistiquée. Cette demeure date du Second Empire, expliquait-il avec la fierté d'un propriétaire. Je l'ai entièrement restaurée selon les techniques d'époque. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Nous sommes arrivés dans une serre magnifique, où des orchidées rares s'épanouissaient sous une verrière Art Nouveau. L'air était lourd de parfums entêtants, presque suffocants. « Mon jardin d'hiver », a-t-il annoncé. « J'aime cultiver la beauté sous toutes ses formes. Ces orchidées sont uniques au monde. Certaines valent plus qu'une voiture de luxe. » Il s'est arrêté devant une variété particulièrement exotique, aux pétales d'un violet profond, strié d'or. « Celle-ci s'appelle Élise », a-t-il dit doucement. « Je l'ai fait créer spécialement par un botaniste suisse. Il a fallu 5 ans pour obtenir cette couleur exacte, celle de tes yeux. Une orchidée à mon nom, créée pour reproduire la couleur de mes yeux. L'obsession de cet homme dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Vous êtes complètement fou. » Ai-je chuchoté. Fou d'amour, a-t-il corrigé avec ce sourire qui commençait à me hanter. Il y a une différence. Nous avons continué la visite. Une piscine intérieure aux mosaïques dorées, un hammam aux senteurs orientales, une salle de sport équipée des dernières technologies. Tout était pensé pour le confort, le luxe absolu, mais aussi pour l'isolement complet du monde extérieur. Tu te demandes comment je peux me permettre tout cela, a-t-il dit, remarquant mon regard évaluer discrètement la valeur de ce qui m'entourait. En réalité, je me demandais plutôt comment un homme aussi riche pouvait être aussi désespérément seul qu'il avait besoin d'acheter une femme pour avoir de la compagnie. T'es une femme pour avoir de la compagnie. Mon empire s'étend bien au-delà de ce que les magazines économiques peuvent imaginer, a-t-il continué. Des mines de diamants en Afrique du Sud au laboratoire pharmaceutique suisse en passant par des start-up technologiques dans la Silicon Valley. Quand on possède autant de richesses, on finit par comprendre que l'argent ne peut pas acheter certaines choses. Comme l'amour? Il s'est arrêté net, se tournant vers moi avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. L'amour ne s'achète pas, en effet, mais il peut se cultiver, comme mes orchidées, avec de la patience, des soins attentifs et les bonnes conditions. Nous sommes arrivés devant une porte que je n'avais pas encore vue. Damien a sorti une clé de sa poche, différente de celle qu'il m'avait offerte, et a ouvert. La pièce qui s'est révélée m'a coupé le souffle. Un studio d'artistes parfaitement équipé, chevalet, toile vierge, une palette de couleurs qui aurait fait rêver Monet lui-même. Et sur les murs, des dizaines de mes propres créations, des dessins, des croquis que j'avais faits des années auparavant et que j'avais cru perdus ou jetés. Comment? J'ai racheté discrètement toutes tes œuvres, a-t-il expliqué avec une satisfaction évidente. Chaque dessin que tu as vendu, chaque croquis que tu as abandonné. Mes agents les ont récupérés un par un. Tu vas pouvoir reprendre ton art, Élise, dans des conditions idéales cette fois. Mon art, ma passion. Il avait même réussi à corrompre cela, à en faire un autre moyen de me tenir. Tu pourras peindre ici chaque jour, a-t-il continué. C'est l'une des rares activités que tu pourras pratiquer sans supervision. Considère cela comme ma façon de préserver ta créativité. En ressortant de l'atelier, j'ai remarqué une autre porte, plus discrète, au bout d'un couloir sombre. Quand j'ai voulu m'en approcher, la main de Damien s'est posée fermement sur mon bras. Pas cette pièce, a-t-il dit, son ton soudain glacial. Jamais cette pièce. C'est la seule zone de la demeure qui t'est formellement interdite. Qu'y a-t-il là-dedans? Son regard s'est durci et j'ai senti une menace palpable émaner de lui. Des souvenirs qu'il vaut mieux laisser en paix, pour ton bien autant que pour le mien. Le reste de la visite s'est déroulé dans un silence tendu. Damien me montrait ses trésors comme un collectionneur fier de ses acquisitions. Mais cette porte interdite avait révélé une faille dans sa façade de maître absolu.
Il y avait des secrets dans cette maison. Des secrets qu'il ne voulait pas que je découvre. Mais les secrets, j'allais l'apprendre, ont tendance à suinter à travers les murs, même les mieux gardés. En fin d'après-midi, Henri est venu nous annoncer que le dîner serait servi dans 1 heure. Damien s'est tourné vers moi avec ce sourire qui me glaçait le sang. Notre première soirée ensemble, Élise. J'ai prévu quelque chose de spécial. Une surprise qui, j'en suis sûr, te fera comprendre à quel point je tiens à toi. Une surprise. Venant de lui, ce mot me terrifiait plus que toutes ces menaces explicites. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce qui m'attendait dans la salle à manger ce soir-là. La soirée des révélations sanglantes. Y a-t-il une limite à l'horreur que peut concevoir un esprit obsessionnel? Un point où même la folie la plus sophistiquée bascule dans l'abject. À 19h45, Henri est venu frapper à la porte de ma suite pour m'escorter vers la salle à manger. J'avais passé cette heure à arpenter mes appartements comme une lionne en cage, tentant de deviner quelle surprise Damien me réservait. Dans le dressing, il avait choisi pour moi une robe de soirée bordeaux, décolletée dans le dos, d'une élégance qui contrastait cruellement avec mon statut de prisonnière. Réfléchissez à ceci. Comment peut-on maintenir sa dignité quand chaque vêtement que vous portez a été choisi par votre geôlier? Quand chaque pas que vous faites vous rapproche d'un homme qui vous possède légalement? La salle à manger était plongée dans une semi-pénombre romantique, éclairée uniquement par des dizaines de bougies, disposées sur une table dressée pour 3 personnes. 3? Mon cœur s'est accéléré. Qui était le 3e convive? Damien se tenait près de la cheminée, un verre de champagne à la main, vêtu d'un smoking qui accentuait encore sa prestance naturelle. Quand je suis entré, son regard s'est promené sur moi avec une satisfaction évidente. « Magnifique !» a-t-il murmuré. « Cette couleur te va à ravir. Elle rappelle celle du sang, tu ne trouves pas ?» Le sang. Pourquoi fallait-il toujours qu'il fasse des allusions sinistres? « Où est le 3e invité ?» ai-je demandé, tentant de garder une voix ferme. Son sourire s'est élargi. « Patience, ma chérie. Toute chose en son temps. Prenons d'abord l'apéritif. » Il a fait signe à Henri, qui s'est approché avec un plateau portant une coupe de champagne. Le liquide doré pétillait innocemment. Mais après tout ce que j'avais vécu, rien ne me semblait plus innocent. « Ce n'est pas empoisonné, si c'est ce qui t'inquiète, » a dit Damien avec amusement. « Je n'ai aucun intérêt à t'empoisonner, Élise. Tu m'es bien plus précieuse vivante. Précieuse, comme un objet de collection. » J'ai pris la coupe sans la porter à mes lèvres. Damien s'est approché de moi, levant son verre. « À nous, » a-t-il dit, « à notre nouvelle vie ensemble. » « Ce n'est-il pas un nous ?» et l'a demandé avec toute la conviction que je pouvais rassembler. « Nous verrons, » a-t-il répondu, avec cette assurance agaçante qui ne le quittait jamais. Un bruit de moteur dans la cour nous a interrompus. Damien a consulté sa montre avec satisfaction. « Ah, notre invité arrive, pile à l'heure, comme toujours. » Des pas ont résonné dans le hall d'entrée, se rapprochant de la salle à manger. Mon sang s'est glacé quand j'ai reconnu ces pas familiers, cette démarche que je connaissais par cœur. Thomas, mon mari, est entré dans la pièce, pâle comme un mort, les traits tirés par l'angoisse et la culpabilité. Nos regards se sont croisés et j'ai lu dans ses yeux une détresse infinie, mais aussi quelque chose de plus troublant, du soulagement, comme s'il était content de me voir vivante et apparemment intacte. « Bonsoir, Thomas », a dit Damien avec une cordialité glaciale. « J'espère que le voyage ne vous a pas trop fatigué. » Thomas a hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Il portait son costume du dimanche, celui qu'il mettait pour les grandes occasions. L'ironie de la situation était amère. Nos retrouvailles forcées dans le palais de notre bourreau. « Élise », a-t-il finalement murmuré, sa voix brisée par l'émotion. « Ne me parle pas », ai-je sifflé, toute ma rage explosant soudain. « Tu n'as plus le droit de prononcer mon nom. S'il vous plaît, laissez-nous nous expliquer, a-t-il supplié, se tournant vers Damien. Mais c'est exactement le but de cette soirée, a répondu ce dernier avec un plaisir évident. Des explications. Toutes les explications. Il a fait signe à Henri, qui a allumé l'éclairage principal. La salle à manger s'est révélée dans tous ses détails. Des murs tendus de soie rouge sang. Des portraits d'ancêtres au regard sévère, et surtout disposés sur des chevalets autour de la pièce. Des dizaines de photos de Thomas et moi. Notre mariage, nos vacances, nos moments les plus intimes.
toute notre vie étalée comme les pièces à conviction d'un procès. Asseyons-nous, a dit Damien en désignant la table. Le spectacle va pouvoir commencer. Thomas s'est installé face à moi, n'osant pas croiser mon regard. Damien a pris place en bout de table, en position de juge suprême, présidant un tribunal de l'absurde. Thomas, a-t-il commencé d'une voix posée. Voulez-vous expliquer à votre épouse comment nous nous sommes rencontrés? Mon mari a dégluti péniblement. C'était il y a 10 ans. J'étais jeune avocat et je sortais tout juste de l'école. J'avais des dettes d'études énormes, aucune perspective d'avenir. Et alors, M. Roussel m'a contacté. Il m'a proposé un marché. Il financerait mes études, me fournirait des clients prestigieux, m'aiderait à bâtir ma carrière. En échange, sa voix s'est brisée. J'ai senti mon cœur se serrer malgré ma colère. En échange de quoi, Thomas? Ai-je demandé, bien que redoutant la réponse. En échange, je devais t'épouser et attendre ses instructions. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même les bougies semblaient vaciller sous le poids de cette révélation. Tu m'as épousé sur ordre, ai-je murmuré, incapable de réaliser pleinement l'énormité de cette trahison. Au début, oui, a-t-il avoué, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Mais après, je suis tombé amoureux de toi pour de vrai. Ces 8 années avec toi ont été les plus belles de ma vie, Élise. Je le jure devant Dieu. Touchant, a commenté Damien avec un sourire cruel. Mais continuez, Thomas, parlez-lui des dettes de jeu. Thomas s'est recroquevillé sur sa chaise, comme s'il avait reçu un coup de fouet. Les dettes de jeu, ai-je répété? Incrédule. J'ai commencé à jouer il y a 3 ans, a-t-il balbutié. Au début, c'était juste pour me détendre après les journées difficiles au cabinet. Puis, ça a dégénéré. J'ai perdu de plus en plus d'argent. J'ai emprunté pour continuer à jouer, pensant que j'allais me refaire. 300 000 €, a précisé Damien, auprès de personnes qui ne plaisantent pas avec les remboursements. N'est-ce pas, Thomas? Mon mari a hoché la tête, honteux. Ils ont commencé à me menacer. Puis, ils ont menacé de s'en prendre à toi. J'étais désespéré, je ne savais plus quoi faire. Et c'est là que notre bon samaritain est intervenu, ai-je dit en lançant un regard venimeux à Damien. J'ai proposé une solution élégante à un problème complexe, a répondu ce dernier. Thomas remboursait ses dettes et restait en vie. Et moi, j'obtenais enfin ce que je désirais depuis 20 ans. Pourquoi n'es-tu pas venu me parler? Ai-je demandé à Thomas, ma voix se brisant. Pourquoi ne m'as-tu pas expliqué la situation? Nous aurions trouvé une solution ensemble. Parce qu'il savait que vous auriez refusé, a répondu Damien à sa place. Parce qu'il savait que vous auriez préféré mourir plutôt que de vous donner à moi. N'est-ce pas, Thomas? Mon mari a acquiescé misérablement. J'ai espéré qu'il se contenterait de t'avoir près de lui, que tu ne courrais aucun danger réel. Quel naïf vous êtes, a ricané Damien. Croyez-vous vraiment qu'un homme attend 20 ans pour simplement avoir près de lui la femme qu'il désire? L'implication de ces mots m'a donné la nausée. Je me suis tourné vers Thomas, cherchant dans ses yeux une lueur d'espoir, un plan secret, n'importe quoi qui pourrait m'indiquer qu'il avait encore une carte à jouer. Mais je n'ai vu que de la résignation et de la lâcheté. Tu m'as condamné, ai-je chuchoté. Tu as signé ma condamnation à mort. Non, s'est-il écrié en se levant brusquement. Je n'ai signé que pour 6 mois. Après, tu seras libre. Damien a éclaté de rire, un rire si froid qu'il m'a glacé les sangs. Libre? Pauvre Thomas, vous ne comprenez vraiment rien, n'est-ce pas? Pensez-vous sincèrement qu'après 6 mois passés avec moi, Élise voudra revenir vers l'homme qui l'a vendue? Il s'est levé à son tour, contournant la table pour venir se placer derrière ma chaise, ses mains se posant possessivement sur mes épaules. Dans 6 mois, elle m'appartiendra corps et âme. Elle aura oublié jusqu'à l'existence de votre mariage pathétique. Jamais, ai-je craché. Nous verrons, a-t-il murmuré, ses lèvres effleurant mon oreille. J'ai brisé des femmes plus fortes que toi, ma chérie. Brisé d'autres femmes. Combien avait-il eu de victimes avant moi? Et qu'étaient-elles devenues? Thomas s'est rassis complètement effondré. Je suis désolé, Élise. Plus désolé que tu ne pourras jamais l'imaginer. Vos excuses ne servent à rien, ai-je répliqué. Elles n'effaceront pas ce que tu as fait. Henri a choisi ce moment pour entrer, poussant un chariot rempli de mets raffinés. L'absurdité de la situation me frappait.
Nous étions en train de vivre un drame conjugal au milieu d'un dîner gastronomique organisé par un psychopathe. Le service peut commencer, a annoncé Damien en retournant s'asseoir. J'espère que vous avez faim tous les deux. Chef Morimoto s'est surpassé ce soir. Personne n'avait faim. L'atmosphère était si tendue qu'elle semblait sur le point d'exploser. Pendant que Henri servait le premier plat, un carpaccio de Saint-Jacques aux truffes qui devait coûter une fortune, Damien a sorti de sa poche un téléphone portable qu'il a posé sur la table. « Thomas, j'aimerais que vous passiez un appel », a-t-il dit avec un sourire qui n'augurait rien de bon. « Un appel? À qui ?»« À vos créanciers, pour leur confirmer que la dette est réglée et qu'ils n'ont plus à s'inquiéter. » Thomas a pris le téléphone d'une main tremblante et a composé un numéro qu'il semblait connaître par cœur. La conversation a été brève, ponctuée d'acquiescements nerveux et de remerciements serviles. « C'est fait », a-t-il dit en raccrochant. Ils ont confirmé avoir reçu l'argent. « Parfait », a dit Damien. « Maintenant, appelez votre associé au cabinet. Dites-lui que vous prenez un congé abatique d'1 an. Réseau personnel. »« 1 an? Mais vous aviez dit 6 mois. » Le regard de Damien s'est durci. « J'ai dit que le contrat portait sur 6 mois. Je n'ai jamais dit ce qui se passerait après. Appelez. » Thomas a obéi, passant cet autre appel qui scellait un peu plus son isolement du monde extérieur. Quand il a raccroché, Damien a repris le téléphone et l'a glissé dans sa poche. « Bien », a-t-il dit en attaquant son carpaccio avec appétit. « Maintenant que les formalités sont réglées, nous pouvons profiter de ce dîner en famille. » En famille. Ces mots résonnaient comme une obscénité dans cette situation. Le repas s'est poursuivi dans un silence pesant, ponctué seulement par les commentaires de Damien sur la qualité des plats et ses anecdotes sur l'origine des ingrédients. Il semblait prendre un plaisir pervers à cette normalité forcée, à cette parodie de soirée mondaine. Au moment du dessert, a soufflé au grand marnier qui fondait sur la langue. Il a levé son verre de vin. « Un toast », a-t-il déclaré. « À la fin d'une époque et au début d'une autre. Thomas, vous avez joué votre rôle à la perfection. Élise est maintenant entre de bonnes mains. »« Ce ne sont pas de bonnes mains, » ai-je murmuré. « Ce sont les mains d'un monstre. »« Un monstre qui t'aime plus que cet homme ne t'aimera jamais, » a-t-il répliqué en désignant Thomas. « Un monstre qui a consacré 20 ans de sa vie à te mériter. » Thomas a soudain relevé la tête, comme s'il venait de prendre une décision désespérée. « Reprenez votre argent, » a-t-il dit d'une voix ferme. « Annulez ce contrat. Je trouverai un autre moyen de rembourser mes dettes. » Damien l'a regardé avec un amusement sincère. « Et comment comptez-vous faire cela, Thomas? Vos créanciers ont été remboursés. Votre femme est ici. Vous n'avez plus de travail pour 1 an. Vous n'avez plus aucun pouvoir de négociation. Je peux aller à la police. Dénoncer cet enlèvement. Avec quelle preuve? Élise est ici de son plein gré, selon le contrat que vous allez signer. Elle porte mes bijoux, elle vit dans le luxe. Elle sera vue publiquement à mon bras dès demain soir au gala de l'opéra. Qui croira à un enlèvement? Le piège était parfait, imparable. Thomas l'avait compris, et son visage s'est affaissé sous le poids de sa défaite définitive. Il y a cependant une chose que vous pouvez faire, a ajouté Damien avec une cruauté calculée. Quoi? Disparaître, complètement, quitter Paris, la France même, commencer une nouvelle vie ailleurs, sous une nouvelle identité. Je peux vous aider à organiser cela. Et abandonner ma femme? Votre femme n'est plus votre femme, a dit Damien, avec une finalité glaciale. Elle est mienne maintenant. Plus vite vous l'accepterez, moins vous souffrirez. Thomas m'a regardé une dernière fois, et dans ses yeux, j'ai lu un adieu définitif. Il avait abdiqué, renoncé, choisi la fuite plutôt que le combat. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Puis il s'est levé et a quitté la salle à manger d'un pas de vaincu. Nous étions maintenant seuls, Damien et moi, dans cette pièce chargée d'histoire et de menaces. Il a terminé son dessert avec une lenteur calculée, savourant visiblement ce moment de triomphe absolu. Et voilà, a-t-il dit finalement. Le dernier obstacle vient de s'effacer de lui-même. Nous pouvons maintenant commencer notre vraie histoire, Élise. Sans témoin, sans remords, sans retour en arrière possible. Vous vous trompez, ai-je dit, puisant au plus profond de moi une force que je ne me connaissais pas. Il y aura toujours un retour en arrière possible. Parce que jamais, vous m'entendez, jamais je ne vous aimerai. Son sourire s'est élargi, et pour la première fois de la soirée, j'y ai décelé quelque chose de véritablement dangereux. Nous verrons, ma chérie.
Nous avons 6 mois pour en être sûrs. Et j'ai l'intention de mettre ces 6 mois à profit. Le début de l'apprivoisement. Avez-vous déjà observé un prédateur patient? Cette façon qu'il a de tourner autour de sa proie? De la pousser doucement, mais inexorablement vers l'épuisement, sachant que la résistance finira par céder sous la pression constante. Les jours suivants ont pris une routine que je qualifierais de surréaliste si elle n'était pas si terrifiante dans sa normalité apparente. Chaque matin, Henri déposait devant ma porte la tenue choisie par Damien. Tantôt une robe élégante pour une sortie, tantôt une tenue décontractée pour les journées à la propriété. Chaque choix révélait une connaissance intime de mes goûts que je trouvais profondément dérangeante. Réfléchissez à cette question. Peut-on conserver son identité quand quelqu'un d'autre décide de l'apparence qu'on doit avoir, des activités qu'on doit pratiquer, des personnes qu'on doit fréquenter? Le 3e jour, Damien a tenu sa promesse concernant le gala de l'opéra. La robe qu'il avait choisie était d'une beauté à couper le souffle. Un fourreau de soie noire rehaussé de broderies d'argent qui épousait mes formes avec une précision troublante. Avec elle, un collier de diamants qui devait valoir une fortune et des escarpins italiens parfaitement ajustés. « Tu es éblouissante », a-t-il murmuré quand je suis descendu dans le hall, prête pour cette mascarade. Il portait un smoking sur mesure qui accentuait sa prestance naturelle. Malgré ma répulsion, je devais admettre qu'il formait avec moi un couple visuellement parfait. L'ironie était amère. Nous ressemblions au couple idéal des magazines de luxe. Alors que je n'étais rien d'autre que sa prisonnière dorée. « Rappelle-toi », a-t-il dit en m'offrant son bras. « Nous sommes follement épris l'un de l'autre. Une romance éclair qui a balayé tous les obstacles. Tu as quitté ton mari pour moi et nous filons le parfait amour. Et si je refuse de jouer cette comédie? Alors Thomas recevra dès demain la visite de quelques anciens associés de ses créanciers. Ils n'apprécient pas qu'on annule leur contrat sans les consulter. Toujours Thomas, toujours cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. La soirée à l'opéra a été un cauchemar éveillé. Damien me présentait à tout le gratin parisien comme sa nouvelle compagne et je devais sourire, minauder, jouer à la femme éperdument amoureuse. Les invités nous regardaient avec cette curiosité malsaine qu'inspirent les scandales de la haute société. Certains chuchotaient sur notre passage, d'autres me jaugeaient avec envie ou mépris. « Vous formez un couple magnifique », m'a dit une femme d'âge mûr couverte de bijoux. Damien a l'air transformé depuis qu'il vous a rencontré. Transformé? Je me suis demandé quel homme il était avant de devenir obsédé par moi. Pendant la représentation de la Traviata, Damien a posé sa main sur la mienne avec une tendresse qui m'a donné des frissons. Pour les spectateurs autour de nous, c'était un geste d'amoureux. Pour moi, c'était une chaîne invisible qui me rappelait ma captivité. « Violetta me rappelle toi », a-t-il murmuré à mon oreille pendant l'entracte. Une femme qui se sacrifie par amour. Violetta meurt à la fin, ai-je répliqué. Pas dans ma version de l'histoire, a-t-il souri. Au retour, dans la limousine qui nous ramenait à la propriété, il m'a tendu une liasse de journaux du lendemain. Les photographes ont bien travaillé, a-t-il dit avec satisfaction. Les photos s'étalaient en première page des magazines People. Nous deux, sur le perron de l'opéra, lui me regardant avec adoration, moi semblant lui rendre son regard. L'objectif avait saisi le moment exact où, surprise par un flash, je m'étais tourné vers lui et mon expression de surprise passait pour de l'amour. Élise Moreau et Damien Roussel, le coup de foudre de l'année. Titraient les journaux. Comment la styliste a-t-elle conquis le cœur du milliardaire le plus mystérieux de France? Parfait, a-t-il commenté. Maintenant, le monde entier sait que tu es à moi. Les jours suivants ont établi un rythme que je commençais malgré moi à intégrer. Petit déjeuner en tête-à-tête dans la salle à manger aux murs tendus de soie crème, où Damien me parlait de ses projets, de ses affaires, comme si j'étais réellement sa compagne. Puis quelques heures dans l'atelier qu'il avait aménagé pour moi, où je pouvais peindre sous la surveillance discrète de caméras que je savais omniprésentes. C'est dans cet atelier que j'ai commencé à comprendre l'étendue de sa manipulation psychologique. Il avait recréé l'environnement exact dans lequel je travaillais le mieux. La lumière du nord filtrée par des rideaux de lin. L'odeur de térébenthine qui me rappelait mes années d'études. Même une radio qui diffusait le type de musique classique que j'aimais écouter en peignant. Comment connaissait-il tous ces détails?
Combien d'années avait-il passé à m'observer, à noter mes préférences, mes habitudes? Tu peins différemment, a-t-il observé un après-midi, examinant la toile sur laquelle je travaillais. C'était vrai. Mes coups de pinceau étaient plus sombres, plus violents qu'avant. Les couleurs que je choisissais instinctivement tendaient vers les rouges sang et les noirs profonds. La colère peut être inspirante, a-t-il continué, mais attention à ne pas la laisser te consumer. Comme votre première femme? Il s'est figé. C'était la première fois que je mentionnais directement Isabelle depuis notre première rencontre. Isabelle n'était pas ma femme, a-t-il dit d'une voix glaciale. C'était un arrangement. Une erreur que j'ai eu la faiblesse de laisser durer trop longtemps. Que lui est-il arrivé vraiment? Il s'est approché de moi, et j'ai senti cette aura de danger qui émanait de lui quand on touchait à ses secrets. Isabelle a découvert mes sentiments pour toi. Elle est devenue jalouse, possessive. Elle a menacé de tout révéler à la presse, de détruire ma réputation. Alors vous l'avez tuée. Je l'ai libérée, a-t-il corrigé avec un détachement terrifiant. De sa jalousie, de sa souffrance, de cette vie qui ne lui convenait plus. La façon dont il parlait de meurtre comme d'un acte de compassion me glaçait le sang. Combien d'autres personnes avait-il libérées de cette façon? Tu n'auras jamais à subir le même sort, a-t-il ajouté en caressant ma joue. Parce que toi, tu finiras par m'aimer. Jamais. Nous verrons. Ces mots revenaient sans cesse dans ses discours, comme un mantra qui se répétait pour conjurer ses propres doutes. Le soir même, pour la première fois depuis mon arrivée, il n'a pas dîné avec moi. Henri m'a informé qu'il s'était absenté pour affaires et qu'il ne rentrerait que le lendemain. J'ai mangé seul dans cette immense salle à manger, entouré par les portraits de famille qui semblaient me juger de leurs yeux peints. C'était ma chance, la première fois que j'étais relativement seul dans cette propriété. Après le dîner, j'ai prétendu me retirer dans mes appartements, mais j'ai attendu que la maison s'endorme pour commencer mon exploration. La clé que Damien m'avait offerte ouvrait effectivement toutes les portes, sauf une, celle du couloir interdit qu'il m'avait montré le premier jour. J'ai d'abord visité son bureau personnel, celui où nous nous étions rencontrés. Ses dossiers étaient rangés avec un soin maniaque, mais ils ne contenaient que des documents d'affaires apparemment légitimes. Rien sur moi, rien sur Thomas, rien qui puisse m'aider à comprendre l'étendue de ses manipulations. C'est dans sa chambre que j'ai trouvé ce que je cherchais. Sa suite parentale était 3 fois plus grande que la mienne, décorée dans un style empire sombre et imposant. Mais ce qui m'a frappé, c'est le mur entier consacré à des photos de moi. Des centaines de clichés pris à mon insu au fil des années. Moi riant avec des amis, moi travaillant dans mon ancien atelier, moi embrassant Thomas. Toute ma vie privée étalée comme dans un mausolée dédié à son obsession. Au centre de cette collection macabre, une photo de nous deux prise ce fameux jour de 2003 au café près de la Sorbonne. Je ne me souvenais toujours pas de cette rencontre. Mais sur l'image, je lui souriais effectivement avec une spontanéité qui me troublait. Dans sa table de nuit, j'ai découvert un journal intime qui y tenait depuis 20 ans. Les premières pages étaient consacrées à notre rencontre, décrites avec un lyrisme obsessionnel qui me donnait la nausée. Elle est apparue dans ma vie comme un rayon de soleil perçant les ténèbres de mon existence. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait le mot âme sœur. Je sais maintenant pourquoi je suis né. Pour l'aimer, la posséder, la rendre heureuse malgré elle. Les pages suivantes détaillaient sa surveillance quotidienne, ses interventions discrètes dans ma vie. Ce contrat de stylisme que j'avais décroché grâce à un de ses contacts, cet appartement à Neuilly que nous avions trouvé par hasard et dont il était en réalité propriétaire, même l'accident de voiture qui avait coûté la vie à mes parents 3 ans auparavant. Mes parents. Mon sang s'est glacé en lisant les dernières lignes de cette entrée. Les Moreau commençaient à soupçonner mes intentions concernant leur fille. Leur influence devenait problématique. L'accident résoudra cette difficulté. Il avait tué mes parents. Cet homme avait assassiné mes propres parents parce qu'il représentait un obstacle à son obsession. J'ai refermé le journal d'une main tremblante, luttant contre la nausée qui me montait aux lèvres. La réalité dépassait mes pires cauchemars. Damien Roussel n'était pas seulement un kidnappeur. C'était un serial killer qui avait passé 20 ans à détruire méthodiquement tout ce qui m'entourait pour mieux m'isoler. Un bruit dans le couloir m'a fait sursauter. Des pas qui se rapprochaient. Damien était-il rentré plus tôt que prévu?
J'ai remis précipitamment le journal à sa place et me suis dirigé vers la porte. Mais elle était verrouillée de l'extérieur. Panique. Comment allais-je expliquer ma présence dans sa chambre? Les pas se sont arrêtés devant la porte. Une clé a tourné dans la serrure. Damien est entré, encore vêtu de son costume de voyage. Son regard a immédiatement balayé la pièce, s'arrêtant sur moi avec une expression indéchiffrable. « Bonsoir, Élise », a-t-il dit d'une voix parfaitement calme. « Je ne t'attendais pas ici. » Comment allais-je me sortir de cette situation? Et surtout, avait-il compris que j'avais découvert ses secrets les plus terribles? La réponse à cette question allait déterminer si je survivrais à cette nuit. La confrontation finale. Existe-t-il un moment dans la vie où tous les masques tombent, où la vérité nue se dresse entre deux êtres comme une lame prête à trancher? Un instant où le prédateur et sa proie se regardent enfin sans faux semblant. Le silence qui s'est installé entre Damien et moi était si lourd qu'il semblait avoir une substance physique. Il me regardait avec cette intensité glaciale que je commençais à connaître, celle qui précédait ses colères les plus terrifiantes. Mais cette fois, j'y lisais autre chose, une forme de satisfaction, comme s'il avait orchestré cette découverte. « Tu as lu mon journal », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Mentir aurait été inutile. Il connaissait déjà la réponse. Oui, il a fermé la porte derrière lui et s'est appuyé contre le battant, ne coupant toute retraite. Ses gestes étaient mesurés, calculés, ceux d'un homme parfaitement maître de la situation. « Et qu'as-tu pensé de tes parents » a-t-il demandé avec un détachement glaçant. « Posez-vous cette question. Que ressentiriez-vous en découvrant que l'homme qui vous retient prisonnière a assassiné les êtres qui vous ont donné la vie? Vous êtes un monstre, ai-je murmuré, ma voix tremblant de rage et d'horreur. Je suis un homme qui élimine les obstacles, a-t-il corrigé en s'approchant lentement. Tes parents auraient fini par te monter contre moi. Ils posaient trop de questions, s'inquiétaient trop de ces coïncidences qui jalonnaient ta vie. Il fallait qu'ils disparaissent. Ils vous aimaient. Ils n'avaient jamais fait de mal à personne. Ils avaient fait naître celle qui allait devenir l'amour de ma vie, a-t-il répliqué avec une logique tordue qui me donnait le vertige. C'était leur plus grande contribution au monde. Une fois cette mission accomplie, ils devenaient superflus. Il était maintenant assez proche pour que je puisse voir les reflets dorés dans ses yeux bleus. Une beauté froide, sculpturale, qui masquait l'âme d'un tueur. « Combien » ai-je demandé, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Combien de quoi? Combien de personnes avez-vous tué » Un sourire a étiré ses lèvres, et j'y ai lu une fierté malsaine. « Tu veux vraiment le savoir » Je n'étais pas sûr de le vouloir, mais j'avais besoin de connaître l'étendue de ces crimes. Pour mes parents, pour toutes ces victimes, pour moi-même. Oui. S'est dirigé vers une commode ancienne et en a sorti une boîte en bois précieux. À l'intérieur, des trophées macabres, des bijoux, des mèches de cheveux, des photos et une liste manuscrite. 17 personnes en 20 ans, a-t-il annoncé comme s'il récitait un palmarès sportif. Chacune représentait un obstacle à notre amour. Tes parents, bien sûr, mais aussi ce professeur d'art qui s'intéressait un peu trop à toi à l'université. Cet ami d'enfance qui essayait de te dissuader d'épouser Thomas, le détective privé qu'elle avait engagé pour enquêter sur les circonstances de ton mariage. Chaque nom qu'il égrenait était un coup de poignard dans mon cœur. Tous ces morts sur la conscience, tous ces crimes commis au nom de son amour délirant. Et Isabelle était différente. Elle savait qui j'étais vraiment, ce dont j'étais capable. Mais elle a fait l'erreur de croire qu'elle pourrait me changer, me guérir de mon obsession pour toi. Il a sorti de la boîte une photo d'Isabelle, souriante, inconsciente du sort qui l'attendait. Je l'ai empoisonnée lentement, sur plusieurs semaines. Un poison rare, indétectable, qui simule une défaillance cardiaque. Elle est morte en prononçant ton nom. Ironique, n'est-ce pas? La nausée me montait aux lèvres. J'étais face à un serial killer, un psychopathe qui avait transformé sa prétendue passion en machine de mort. « Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» ai-je demandé. « Vous devez bien vous douter que cela ne m'incitera pas à vous aimer. » Il a refermé la boîte
et s'est approché de moi jusqu'à ce que nos visages ne soient séparés que de quelques centimètres. Parce que je veux que tu connaisses la vérité, Élise, toute la vérité. Je veux que tu saches jusqu'où je suis prêt à aller pour toi. 17 morts, 20 ans d'attente, des millions d'euros investis. Tout cela par amour. Ce n'est pas de l'amour, ai-je explosé. C'est de la folie, de l'obsession maladive. Sa main s'est posée sur ma joue avec une douceur qui contrastait atrocement avec ses aveux. Appelle cela comme tu veux. Le résultat est le même. Nous sommes enfin ensemble et rien ni personne ne pourra plus nous séparer. Thomas a disparu, a-t-il dit avec un détachement terrifiant. Il a quitté Paris hier soir avec une nouvelle identité que j'ai généreusement financée. Officiellement, il est parti refaire sa vie au Canada. En réalité, il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. J'ai compris. Non, ai-je chuchoté. Vous aviez promis qu'il resterait vivant si je coopérais. Et tu as coopéré admirablement. Mais Thomas en savait trop. Il représentait un risque pour notre avenir. Un mari vivant, même à l'autre bout du monde, c'est toujours un mari. Un mari mort, c'est une veuve libre de refaire sa vie. La réalité de ma situation m'a frappé de plein fouet. J'étais complètement seul désormais. Plus de Thomas, plus d'amis, plus de famille. Damien avait méthodiquement détruit tous mes liens avec le monde extérieur. « Vous êtes en train de me dire que je n'ai plus le choix ?» ai-je murmuré. « Tu n'as jamais eu le choix, ma chérie. Depuis ce jour au café où tu m'as souri, ton destin était scellé. J'ai simplement pris le temps nécessaire pour que les astres s'alignent parfaitement. » Il s'est éloigné de moi pour se diriger vers la fenêtre, qui donnait sur les jardins plongés dans l'obscurité. Maintenant, nous pouvons commencer notre vraie vie. Plus de contrats, plus de chantage, plus de mensonges. Juste nous deux, pour l'éternité. Réfléchissez à ceci. Quand on vous a tout pris, quand on vous a dépouillé de votre identité, de votre liberté, de tout ce que vous aimiez, que vous reste-t-il? Il me restait ma dignité et ma rage. Non, ai-je dit, ma voix retrouvant soudain une force que je ne me connaissais pas. Il s'est retourné, surpris par mon ton. Comment cela? Non. Non, je ne vous aimerai jamais. Non, je ne serai jamais votre épouse complaisante. Non, je ne me plierai pas à vos caprices de psychopathe. Son expression s'est durcie. Et j'ai vu poindre dans ses yeux cette lueur dangereuse que je commençais à connaître. Élise, je te déconseille de prendre ce ton avec moi. Tu sais de quoi je suis capable. Justement, je sais exactement de quoi vous êtes capable. Vous pouvez me tuer, comme vous avez tué tous les autres. Mais vous ne pouvez pas me forcer à vous aimer. Il a éclaté de rire, mais ce rire sonnait faux, nerveux. Te tuer? Mais enfin, Élise, pourquoi ferais-je une chose pareille? Tu es tout pour moi. Parce que je ne serai jamais ce que vous voulez que je sois. Et un jour ou l'autre, cela vous rendra fou. Plus fou que vous ne l'êtes déjà. Je me suis dirigé vers sa table de nuit, et j'ai saisi le coupe-papier en argent qui y était posé. Damien a fait un pas vers moi, mais s'est arrêté quand j'ai dirigé la lame vers ma propre gorge. Un geste de plus et je me tue, et je dis d'une voix parfaitement calme. Tu n'oseras pas. Vraiment? C'est ce qui me retient. Thomas est mort, mes parents sont morts, mes amis sont morts. Vous avez détruit ma vie, ma carrière, tout ce qui comptait pour moi. Qu'est-ce qui me donne encore envie de vivre? Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu de la peur dans les yeux de Damien Roussel. Élise, pose ce couteau. Nous pouvons parler. Trouver un arrangement. Quel arrangement? Vous continuez à me violer psychologiquement et moi je fais semblant d'aimer ça? La lame était froide contre ma peau. Il suffisait d'un geste, d'une simple pression. Je peux changer, s'est-il écrié, la panique perçant enfin dans sa voix. Je peux redevenir l'homme que j'étais avant de te rencontrer. Non, vous ne pouvez pas, parce que cet homme-là n'a jamais existé. Vous étiez déjà un monstre avant moi. Je n'ai fait que vous donner une obsession sur laquelle concentrer votre folie. Il s'est laissé tomber sur le lit, soudain vieilli de 10 ans. « Que veux-tu de moi » a-t-il murmuré. « Ma liberté. » C'est impossible. Sans toi, je n'existe plus. Alors nous avons un problème. Le silence s'est installé entre nous, chargé de toute la tension de 20 ans d'obsession qui se brisait contre ma détermination. C'est alors que j'ai entendu des sirènes au loin. Des sirènes
qui se rapprochait. Damien était-il rentré plus tôt que prévu? J'ai remis précipitamment le journal à sa place et me suis dirigé vers la porte. Mais elle était verrouillée de l'extérieur. Panique. Comment allais-je expliquer ma présence dans sa chambre? Les pas se sont arrêtés devant la porte. Une clé a tourné dans la serrure. Damien est entré, encore vêtu de son costume de voyage. Son regard a immédiatement balayé la pièce, s'arrêtant sur moi avec une expression indéchiffrable. « Bonsoir, Élise », a-t-il dit d'une voix parfaitement calme. « Je ne t'attendais pas ici. » Comment allais-je me sortir de cette situation? Et surtout, avait-il compris que j'avais découvert ses secrets les plus terribles? La réponse à cette question allait déterminer si je survivrais à cette nuit. La confrontation finale. Existe-t-il un moment dans la vie où tous les masques tombent, où la vérité nue se dresse entre deux êtres comme une lame prête à trancher? Un instant où le prédateur et sa proie se regardent enfin sans faux semblant. Le silence qui s'est installé entre Damien et moi était si lourd qu'il semblait avoir une substance physique. Il me regardait avec cette intensité glaciale que je commençais à connaître, celle qui précédait ses colères les plus terrifiantes. Mais cette fois, j'y lisais autre chose, une forme de satisfaction, comme s'il avait orchestré cette découverte. « Tu as lu mon journal ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Mentir aurait été inutile. Il connaissait déjà la réponse. Oui. Il a fermé la porte derrière lui et s'est appuyé contre le battant, me coupant toute retraite. Ses gestes étaient mesurés, calculés, ceux d'un homme parfaitement maître de la situation. « Et qu'as-tu pensé de tes parents ?» a-t-il demandé avec un détachement glaçant. « Posez-vous cette question. Que ressentiriez-vous en découvrant que l'homme qui vous retient prisonnière a assassiné les êtres qui vous ont donné la vie? Vous êtes un monstre. » ai-je murmuré, ma voix tremblant de rage et d'horreur. « Je suis un homme qui élimine les obstacles. » a-t-il corrigé en s'approchant lentement. « Tes parents auraient fini par te monter contre moi. » Il posait trop de questions, s'inquiétait trop de ces coïncidences. Qui jalonnaient ta vie. Il fallait qu'il disparaisse. Ils vous aimaient. Ils n'avaient jamais fait de mal à personne. Ils avaient fait naître celle qui allait devenir l'amour de ma vie, a-t-il répliqué avec une logique tordue qui me donnait le vertige. C'était leur plus grande contribution au monde. Une fois cette mission accomplie, il devenait superflu. Il était maintenant assez proche pour que je puisse voir les reflets dorés dans ses yeux bleus. Une beauté froide, sculpturale, qui masquait l'âme d'un tueur. « Combien ?» ai-je demandé, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Combien de quoi? Combien de personnes avez-vous tué ?» Un sourire a étiré ses lèvres, et j'y ai lu une fierté malsaine. « Tu veux vraiment le savoir ?» Je n'étais pas sûr de le vouloir. Mais j'avais besoin de connaître l'étendue de ces crimes, pour mes parents, pour toutes ces victimes, pour moi-même. Oui. Il s'est dirigé vers une commode ancienne et en a sorti une boîte en bois précieux. À l'intérieur, des trophées macabres, des bijoux, des mèches de cheveux, des photos et une liste manuscrite. 17 personnes en 20 ans, a-t-il annoncé comme s'il récitait un palmarès sportif. Chacune représentait un obstacle à notre amour. Tes parents, bien sûr, mais aussi ce professeur d'art qui s'intéressait un peu trop à toi à l'université. Cet ami d'enfance qui essayait de te dissuader d'épouser Thomas. Le détective privé qu'elle avait engagé pour enquêter sur les circonstances de ton mariage, chaque nom qu'il égrenait était un coup de poignard dans mon cœur. Tous ces morts sur la conscience, tous ces crimes commis au nom de son amour délirant. Et Isabelle était différente. Elle savait qui j'étais vraiment, ce dont j'étais capable. Mais elle a fait l'erreur de croire qu'elle pourrait me changer. Me guérir de mon obsession pour toi. Il a sorti de la boîte une photo d'Isabelle, souriante, inconsciente du sort qui l'attendait. Je l'ai empoisonnée lentement, sur plusieurs semaines. Un poison rare, indétectable, qui simule une défaillance cardiaque. Elle est morte en prononçant ton nom. Ironique, n'est-ce pas? La nausée me montait aux lèvres, face à un serial killer, un psychopathe qui avait transformé sa prétendue passion en machine de mort. « Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» ai-je demandé. « Vous devez bien vous douter que cela ne m'incitera pas à vous aimer. » Il a refermé la boîte et s'est approché de moi.
jusqu'à ce que nos visages ne soient séparés que de quelques centimètres. Parce que je veux que tu connaisses la vérité, Élise. Toute la vérité. Je veux que tu saches jusqu'où je suis prêt à aller pour toi. 17 morts, 20 ans d'attente, des millions d'euros investis. Tout cela par amour. Ce n'est pas de l'amour, ai-je explosé. C'est de la folie, de l'obsession maladive. Sa main s'est posée sur ma joue avec une douceur qui contrastait atrocement avec ses aveux. Appelle cela comme tu veux. Le résultat est le même. Nous sommes enfin ensemble, et rien ni personne ne pourra plus nous séparer. Thomas a disparu, a-t-il dit avec un détachement terrifiant. Il a quitté Paris hier soir, avec une nouvelle identité que j'ai généreusement financée. Officiellement, il est parti refaire sa vie au Canada. En réalité, il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. J'ai compris. Non, ai-je chuchoté. Vous aviez promis qu'il resterait vivant si je coopérais. Et tu as coopéré admirablement. Mais Thomas en savait trop. Il représentait un risque pour notre avenir. Un mari vivant, même à l'autre bout du monde. C'est toujours un mari mort. C'est une veuve libre de refaire sa vie. La réalité de ma situation m'a frappé de plein fouet. J'étais complètement seul désormais. Plus de Thomas, plus d'Annie, plus de famille. Damien avait méthodiquement détruit tous mes liens avec le monde extérieur. Vous êtes en train de me dire que je n'ai plus le choix, ai-je murmuré. Tu n'as jamais eu le choix, ma chérie. Depuis ce jour au café où tu m'as souri. Ton destin était scellé. J'ai simplement pris le temps nécessaire pour que les astres s'alignent parfaitement. Il s'est éloigné de moi pour se diriger vers la fenêtre qui donnait sur les jardins plongés dans l'obscurité. Maintenant, nous pouvons commencer notre vraie vie. Plus de contrats, plus de chantage, plus de mensonges. Juste nous deux pour l'éternité. Réfléchissez à ceci. Quand on vous a tout pris, quand on vous a dépouillé de votre identité, de votre liberté, de tous ceux que vous aimiez, que vous reste-t-il? Il me restait ma dignité et ma rage. Non, ai-je dit, ma voix retrouvant soudain une force que je ne me connaissais pas. Il s'est retourné, surpris par mon ton. Comment cela? Non. Non, je ne vous aimerai jamais. Non, je ne serai jamais votre épouse complaisante. Non, je ne me plierai pas à vos caprices de psychopathe. Son expression s'est durcie. Et j'ai vu poindre dans ses yeux cette lueur dangereuse que je commençais à connaître. Élise, je te déconseille de prendre ce ton avec moi. Tu sais de quoi je suis capable. Justement, je sais exactement de quoi vous êtes capable. Vous pouvez me tuer comme vous avez tué tous les autres. Mais vous ne pouvez pas me forcer à vous aimer. Il a éclaté de rire, mais ce rire sonnait faux, nerveux. Te tuer? Mais enfin, Élise, pourquoi ferais-je une chose pareille? Tu es tout pour moi, parce que je ne serai jamais ce que vous voulez que je sois. Et un jour ou l'autre, cela vous rendra fou. Plus fou que vous ne l'êtes déjà. Je me suis dirigé vers sa table de nuit et j'ai saisi le coupe-papier en argent qui y était posé. Damien a fait un pas vers moi, mais s'est arrêté quand j'ai dirigé la lame vers ma propre gorge. Un geste de plus et je me tue, et je dis d'une voix parfaitement calme. Tu n'oseras pas. Vraiment? Qu'est-ce qui me retient? Thomas est mort. Mes parents sont morts. Mes amis sont morts. Vous avez détruit ma vie, ma carrière, tout ce qui comptait pour moi. Qu'est-ce qui me donne encore envie de vivre? Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu de la peur dans les yeux de Damien Roussel. Élise, pose ce couteau. Nous pouvons parler, trouver un arrangement. Quel arrangement? Vous continuez à me violer psychologiquement et moi je fais semblant d'aimer ça? La lame était froide contre ma peau. Il suffisait d'un geste, d'une simple pression. Je peux changer, s'est-il écrié, la panique perçant enfin dans sa voix. Je peux redevenir l'homme que j'étais avant de te rencontrer. Non, vous ne pouvez pas, parce que cet homme-là n'a jamais existé. Était déjà un monstre avant moi. Vous avez donné une obsession sur laquelle concentrer votre folie. Il s'est laissé tomber sur le lit, soudain vieilli de 10 ans. « Que veux-tu de moi » a-t-il murmuré. « Ma liberté. C'est impossible. Sans toi, je n'existe plus. » Alors, nous avons un problème. Le silence s'est installé entre nous, chargé de toute la tension de 20 ans d'obsession qui se brisait contre ma détermination. C'est alors que j'ai entendu des sirènes au loin, des sirènes qui se rapprochaient. Damien a relevé la tête, l'air hagard. Qu'est-ce que? Des éclats de voix dans la cour, des ordres criés, des portières qui claquent. Puis des coups violents frappés à la porte d'entrée. « Police! Ouvrez !»
Le visage de Damien s'est décomposé. Comment ont-ils? J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Vous pensiez vraiment que j'allais rester passive? Cette clé que vous m'avez donnée, elle n'ouvrait peut-être pas la porte interdite, mais elle m'a permis d'accéder à votre bureau. Et dans votre bureau, j'ai trouvé un téléphone satellite caché dans le faux fond d'un tiroir. Un téléphone que vous utilisiez probablement pour vos activités les moins légales. La police était maintenant dans la maison. Des bruits de pas résonnaient dans l'escalier. J'ai eu une longue conversation avec le commissaire Moreau, un homme charmant qui s'intéresse beaucoup aux disparitions inexpliquées de ces fins dernières années. Il a été fasciné par votre petite collection de trophées. La porte de la chambre a explosé sous les coups de bélier. Des policiers en tenue d'intervention sont entrés, armes au poing. Damien Roussel, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration et suspicion de meurtre multiple. Damien m'a regardé une dernière fois, et dans ses yeux, j'ai lu quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Brillant », a-t-il murmuré. « Tu as été brillante jusqu'au bout. » Puis, alors que les policiers s'approchaient de lui, il a saisi le coupe-papier que j'avais lâché et, d'un geste rapide, se l'est planté dans le cœur. « Si je ne peux pas t'avoir… » Et, ces derniers mots. Il s'est effondré sur le tapis persan, son sang formant une flaque écarlate qui s'élargissait lentement. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de procédures judiciaires, d'expertises psychiatriques et de révélations médiatiques. L'affaire Damien Roussel a défrayé la chronique pendant des semaines. La presse a parlé du tueur de l'amour fou, du collectionneur de femmes. 17 meurtres confirmés. Peut-être plus. J'ai témoigné pendant des heures, racontant mon calvaire, expliquant les mécanismes de manipulation que cet homme avait mis en place. Les enquêteurs ont découvert l'étendue de son réseau, les complicités qu'il avait achetées, les vies qu'il avait brisées. Thomas a effectivement été retrouvé mort au Canada, empoisonné selon les mêmes méthodes qu'Isabelle. Sa dernière lettre, adressée à la police française, confirmait mes accusations et détaillait les chantages qu'il avait subis. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je recommence lentement à vivre. J'ai quitté Paris, cette ville où chaque rue me rappelait soit Damien, soit les êtres chers qu'il avait assassinés. Je me suis installé dans le Midi, près de la Nère, dans une petite maison où j'ai installé un nouvel atelier. Je peins différemment maintenant. Mes toiles sont plus sombres, mais aussi plus vraies. J'ai appris que l'art peut être un exutoire à la douleur, un moyen de transformer l'horreur en quelque chose de beau, ou du moins de supportable. Parfois la nuit, je rêve encore de ses yeux bleu acier, de sa voix qui murmurait « Nous verrons ». Mais au réveil, je regarde par la fenêtre de ma chambre, je vois la Méditerranée qui scintille sous le soleil, et je me rappelle que je suis libre. Libre de choisir mes vêtements, mes activités, mes rencontres. Libre d'aimer ou de ne pas aimer. Libre d'être simplement moi-même, sans qu'un regard obsessionnel épie chacun de mes gestes. La liberté, j'ai appris à ne jamais la considérer comme acquise. Elle se mérite chaque jour, parfois au prix de sa propre vie. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable ne peut jamais naître de la contrainte ou de l'obsession. L'amour authentique respecte la liberté de l'autre, sa dignité, ses choix. Quand la passion devient possession, quand le désir se transforme en contrôle, ce n'est plus de l'amour, mais de la violence déguisée. Élise a trouvé sa liberté, non pas en cédant à son bourreau, mais en refusant de laisser la peur dicter ses choix. Parfois, il faut tout risquer, même sa vie, pour préserver ce qui nous rend humains. Notre capacité à dire non, à résister, à rester fidèle à nous-mêmes, malgré les pressions les plus extrêmes.